Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, eh bien, je vais m'adresser à des Français qui ont certainement découvert quelque chose entre la grande information de ce jeudi 26 septembre qui est le décès de Jacques Chirac. Mais il y a eu aussi un autre événement, et un événement qui me touche particulièrement parce que c'est une ville où je suis né, où j'ai vécu. C'est un incendie à l'usine Lubrizol de Rouen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, il faut savoir que l'usine Lubrizol est quasiment à l'entrée de la ville, c'est-à-dire à peine 500 ou 600 mètres du premier pont qui permet d'accéder au centre-ville. Donc c'est vraiment assez proche de la ville. Alors, c'est un incendie qui a été très impressionnant. Il n'y a pas eu de victime directement. Le seul problème, c'est qu'évidemment, c'est une usine qui traite des produits chimiques et qui traite plus particulièrement des additifs pour des huiles ou des engrais. C'est une usine qui appartient à un groupe dont ce groupe, le propriétaire de ce groupe est un groupe américain et qui est M. Warren Buffett. À savoir que à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, l'incendie a été maîtrisé, mais il reste encore des risques de reprise de feu. Donc les pompiers sont en train d'essayer de maîtriser les choses, surtout qu'il y a évidemment de ce fait de cet incendie énormément de nappes de produits chimiques qui se sont répandus sur les sols et qui risquent d'aller dans la Seine, puisque l'usine est à quelques encablures du fleuve, et avec évidemment ce que les pompiers sont en train d'utiliser en matière d'eau pour éteindre le feu et maintenir la situation et contrôler la situation, bien évidemment les eaux elles s'évacuent où? Dans la Seine. Donc déjà là on va avoir un petit souci de pollution. Alors c'est pas la première fois qu'il arrive un incident dans une usine pétrochimique à côté d'un centre-ville. La plus grande catastrophe de mémoire qu'on a aujourd'hui en France, c'est évidemment AZF à Toulouse. En plus de ça, c'est arrivé quelques jours après les événements du 11 septembre, donc ça a apporté en plus une dramaturgie et une certaine, je dirais, une certaine inquiétude sur les origines de cet accident, de ce drame. La situation, c'est que évidemment, il y a eu beaucoup de panache de fumée, et ces fumées sont parties vers le nord-est, et évidemment, il y avait des éléments dans les fumées, et c'est retombé avec la pluie. Et évidemment, les Rouennais, comme aussi les gens qui habitent sur les plateaux, je pense à Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume, Isnoville, même jusqu'à Buchy apparemment, pour ceux qui connaissent la région, eh bien ils ont retrouvé des particules noires, de la suie, voilà, tout simplement de la suie. Et j'ai certains amis, certains anciens collègues qui m'ont rapporté qu'ils ont travaillé, dont certains collègues qui ont travaillé pas très loin de l'incendie, même si lorsque l'incendie qui s'est déclaré à 2h45, je crois, du matin, quelques heures après, il y a eu quelques alertes pour demander aux gens, plus ou moins à côté, de rester confinés et d'éviter des déplacements, si bien que la ville, tout d'un coup, la circulation était relativement fluide, mais ça n'a pas empêché, il n'y a pas eu d'arrêté préfectoral, il n'y a pas eu de demande expresse des autorités de fermer les activités commerciales. Donc les cinémas, les commerces, les centres commerciaux ont ouvert. Donc parmi mes collègues, il y en a certains qui se sont retrouvés dans un centre commercial qui se trouve juste de l'autre côté de l'incendie de Lubrizol, qui est le Dock 76. D'ailleurs, on fera la remarque que les propriétaires et les responsables du Dock 76 n'ont apparemment pas été inquiétés par la situation qui se trouvait de l'autre côté de la Seine. Voilà, donc ça c'est, je vais y revenir. Et certains collègues m'ont rapporté qu'après plusieurs heures de travail, ils ont eu quand même des irritations, des maux de tête, des nausées, etc. Donc c'est que dans l'atmosphère, il y a bien eu des émanations toxiques, peut-être pas à des niveaux pour peut-être déranger ou provoquer une intoxication, quoique
On va voir dans les heures à venir, on verra demain quelle sera l'étendue de la situation par rapport aux personnes sensibles, je pense aux asthmatiques, aux enfants, aux retraités, etc. Pour l'instant, on n'a pas d'informations émanant des services de santé, des urgences, pour savoir s'il y a un pic particulier ou s'il y a eu une augmentation d'intervention pour des problèmes respiratoires. Le fait est, c'est que les autorités, M. Castaner lui-même, le ministre de l'Intérieur, s'est déplacé, ont rassuré en disant qu'il n'y avait plus de risque, que peut-être il y aurait des gens ont peut-être été incommodés par... incommodés, on dit, pas accommodés, incommodés par les émanations de fumée et peut-être certaines émanations toxiques. Le fait est, c'est qu'évidemment, c'est assez impressionnant, mais comparativement à d'autres problèmes du même type, les autorités, les pompiers ont fait leur travail et ont réussi à maîtriser le feu. Le problème, c'est que dans cette usine, première chose, c'est pas la première fois qu'il y a un problème. C'est pas la première fois qu'il y a un problème. Je vous invite, je vais essayer de mettre le lien en dessous de la vidéo. En 2013, il y a déjà eu un problème de fuite où des habitants avoisinants ont connu des irritations et des nausées. Et suivant les enquêtes qui avaient été faites, apparemment cette usine avait un certain nombre de défauts. Et ça, c'était en 2013. Depuis, deuxième chose, il y a un document qui circule, qui est une fiche technique, c'est une fiche technique obligatoire pour toutes les usines et activités pétrochimiques qui référencent à la fois les produits utilisés et leur stockage et leur traitement. Et parmi les produits, eh bien, il y a des substances avec des teneurs radioactives, alors qui n'ont pas des niveaux de radioactivité, genre vous n'allez pas devenir des mutants en 24 heures, mais qui peuvent avoir, avec cet incendie, des détériorations qui ensuite vont, évidemment, c'est un peu comme Tchernobyl si vous voulez, quand ça flambe, ça envoie des particules dans l'air. Alors les niveaux, évidemment, vu que c'est des composants, mais des composants en teneur et pas des composants réellement radioactifs, mais il y a quand même eu de l'émanation de radioactivité dans l'air. Alors à des très faibles niveaux, mais pour des communs des mortels, ça sera certainement sans conséquences, mais ça peut avoir des conséquences par contre sur des gens qui ont peut-être des pathologies un peu particulières, sur les enfants par exemple. Donc ça c'est pareil, il faudra que les gens qui ont été exposés directement aux fumées ou qui se trouvaient dans les périmètres, je dirais même un périmètre de 1 km, pour être sûr, je pense que ces gens-là, je les invite dans quelques semaines ou dans quelques mois de faire un petit contrôle, de faire un petit test pour surtout vos gamins pour voir s'il n'y a pas eu s'il n'y a pas de conséquences neurologiques, conséquences pulmonaires sur cet incident. Et je vais terminer cette vidéo par mon expérience personnelle, parce que moi, je travaillais à Grand-Quevilly. Je ne dirais pas où exactement, mais Grand-Quevilly, pour ceux qui ne connaissent pas la région, c'est à côté d'un secteur qui a été un secteur extrêmement industriel au début du 19e siècle, qui s'est extrêmement développé pendant les années qui ont suivi. On se souvient, pour ceux qui ont connu la Shell, cette fameuse raffinerie qui était, elle, à Grand-Couronne, ce qui fait que vers ce méandre de la Seine, vers le côté ouest de Rouen, eh bien, il y avait toute une industrie pétrochimique très omniprésente. Alors, un certain nombre d'entre elles ont fini par fermer, ont fini par faire faillite, ont fermé la Shell, par exemple. La Shell, je crois, a fini par fermer. Ou alors peut-être qu'elle est encore en activité, je ne sais plus exactement. Mais moi, là où je travaillais, pas très loin, il y avait une usine pétrochimique, je ne vous donnerai pas le nom, mais je trouve qu'à mon avis, je pense que vous devinerez laquelle, parce qu'elle existe toujours. Et c'est arrivé de temps en temps qu'il y ait un incident. Très souvent même, on entendait des alarmes, on entendait des petites explosions, très petites, mais pas énormes, mais suffisantes pour bien se dire, avec des fois, une fois on a vu même des flammes avec un peu d'émanation de fumée, on s'est dit, oh, ça va nous péter à la gueule. Et puis ce qui était très impressionnant, c'est les pompiers. C'est-à-dire qu'on a vu des camions de pompiers aller sur l'incident, mais sans gyrophare et sans sirène. C'était une façon, en fait, de se dire, ils savent qu'il y a un problème, mais pour pas, justement, paniquer les gens aux abords, paniquer les gens qui habitent à côté, eh bien, les pompiers allaient en intervention discretos. Et ce qui fait qu'il y a eu de temps en temps des incidents
qui n'ont pas pu passer inaperçus. Et la presse, le lendemain, en a fait un petit encart en disant incident dans telle usine, petite émanation, aucun risque, situation maîtrisée, blablabla, etc. Comme il y a des fois, il n'y a eu aucune information. Et sur l'événement que je vous relate et dont j'ai été témoin, il n'y a le lendemain aucune information qui a été donnée. Et en plus, là où je travaillais, c'était dans la zone, ce qu'on appelle la zone Seveso, cette zone, vous savez, qui a été étendue après la catastrophe de Toulouse, du fait que malheureusement, on dit souvent que les usines sont trop proches des habitations, mais en fait, ce n'est pas les usines qui sont trop proches des habitations, c'est tout simplement l'expansion urbaine qui a eu lieu pendant un siècle. Les usines, à l'origine, elles étaient loin, elles étaient prises dans la campagne, suffisamment loin des centres-villes, mais au fil des décennies, l'expansion urbaine a fini par rattraper ces endroits où se trouvent aujourd'hui des usines, et forcément, la spéculation immobilière, etc., fait que on a construit peut-être à des abords un peu trop proches de zones dangereuses, et plus particulièrement d'usines pétrochimiques. Alors, pour ceux qui habitent la région, on se souvient des odeurs quand on allait du côté de Grand Couronne, Grand Queville, Petit Queville, etc. De temps en temps, on avait quelques odeurs, même dans le centre-ville de Rouen, ça pouvait arriver qu'on sente le soufre. On a même eu des fois des situations où il suffisait de passer le doigt sur le toit de la voiture et on avait une sorte de petite poudre jaune. C'est tout simplement le soufre qui a été rabattu par la pluie, parce que la pluie, évidemment, quand elle tombe, elle chope les particules qui sont envoyées dans l'atmosphère, qui sont censées s'envoler dans l'atmosphère, mais hop, la pluie tombe et ramène les particules sur le sol. Donc voilà, c'est encore un incident qui démontre que y a des risques, ils existent toujours. Il faut savoir qu'il existe énormément de réglementations sur ce type d'entreprise, et finalement, l'enquête qui va être menée va déterminer si c'est un problème, un incident ou un accident, une erreur humaine ou un défaut d'entretien ou un défaut de maintenance. Quoique, évidemment, étant donné qu'il y a des enjeux économiques importants, etc., on a eu le cas pour AZF à Toulouse, où on n'a jamais véritablement su exactement ce qui s'était passé. Donc on est resté sur une version officielle d'un mélange de soude avec de l'ammoniac, etc., qui aurait explosé. Là, c'est pareil. Je pense qu'il y a des enjeux économiques qui feront un moment qu'on va peut-être calmer le jeu et éviter de trop pénaliser cette usine. Malheureusement, c'est toujours un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Quand les intérêts économiques sont en jeu, la justice, elle, fait le ménage de tout ce qui pourrait éventuellement à un moment donné permettre au peuple souverain de réclamer justice, de réclamer de la sécurité. Je disais qu'il y avait énormément de réglementations, des réglementations très strictes. Il y a aussi des normes de sécurité. Dans les zones Seveso, par exemple, il y a normalement des informations qui sont faites tous les ans, voire des entraînements qui sont organisés dans les ERP. Les ERP, c'est ce qu'on appelle des établissements recevant du public. C'est les cinémas, c'est les centres commerciaux, c'est les théâtres, c'est tous les lieux qui accueillent des gens, tous les lieux publics, les administrations, etc. Et normalement, il doit y avoir des entraînements tous les ans. Il y a des moments où, quand il y a un événement, tout d'un coup, faut le faire, et puis avec le temps, ça s'estompe, et puis on n'en entend plus parler. Et finalement, les gens finissent par ne plus être entraînés, surtout quand vous avez des turnovers de personnel. Vous avez des jeunes personnels qui sont là depuis 6 mois, 3 mois, et qui n'ont absolument aucune notion, qui ne sont pas formés en règle générale à ce que l'on appelle le confinement, par exemple. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer ça, parce que ça me touche un peu particulièrement, parce que c'est quand même ma ville natale, et c'est un moyen aussi de mettre un petit peu les points sur les i sur des détails importants à connaître concernant cette affaire. Affaire à suivre, évidemment, si tant est que, évidemment, les médias ne finissent par en parler. Déjà, apparemment, certains médias comme BFM est considérablement critiqué du fait de ne pas avoir relayé un peu plus en avant cet événement, préférant se focaliser, évidemment, sur la mort de Jacques Chirac. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt.